Je menais une vie tout à fait normale dans une famille unie, aimante, etc. hein. J'aimais me balader, jouer au ballon, enfin bref, j'aimais beaucoup lire, mais enfin des bouquins de Jules Verne. Enfin rien ne me parlait de sortie du corps en fait. Hein. Et puis il se trouve que vers l'âge de 15 ans, j'ai eu une crise d'appendicite, mais assez banale, hein, pas la chose qui me met en danger, pas du tout. C'était pas, ma santé n'était pas en danger. Mais bon, mes parents ont préféré me faire opérer pour être tranquille, donc on prend rendez-vous à la clinique, etc. Et puis évidemment, on m'a fait une anesthésie, et c'est là que tout s'est passé en fait. Hein. Au moment de l'anesthésie, je me suis retrouvée dans la salle d'opération et j'étais réveillée. Il y avait le chirurgien qui commençait à opérer. Alors j'ai encore les sensations parce qu'on m'a passé un liquide froid sur le ventre, etc. Et donc je me mets à crier, attention, attention, je ne dors pas. Et personne ne m'écoute, le chirurgien continue, l'infirmière continue à lui passer ses trucs. Personne, en fait, ne tenait compte de mes cris, attention, je ne dors pas, je ne dors pas. Et qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai vu ça, je suis partie. Et alors, je suis partie comment? Je me suis retrouvée au plafond, en fait. Hein. Je me suis retrouvée au plafond, il y avait une belle lumière bleue au plafond, c'était extrêmement agréable, du coup, j'en ai oublié le chirurgien complètement. Hein. Puis après, du plafond, je suis passée dans la pièce à côté en traversant un mur. Hein. Et puis, je suis arrivée dans une petite salle où j'ai vu mes parents. Alors, moi, je les ai vus, ils étaient assis sur des chaises dans une salle d'attente, en fait, hein, et ils discutaient en attendant l'issue de l'opération. Donc, j'ai écouté un peu parler de ce qu'ils allaient faire le dimanche. Enfin, c'est des trucs vraiment banals. Et puis, à la suite de ça, il y a eu un grand noir et je me suis réveillée dans mon lit, en fait, hein, d'hôpital avec ma mère à côté, mon père, etc., qui disait que ça s'était très bien passé. Mais moi, je me souvenais de cette histoire. Et quand même, je leur ai dit de quoi ils parlaient dans la salle d'attente. J'étais dans la salle d'attente, vous promettiez que dimanche, on irait se promener. Enfin bref, je leur disais un truc très précis. Et mes parents m'ont dit, mais comment tu sais ce qu'on a dit dans la salle d'attente? Mais j'ai dit, je vous ai vu. Et alors, j'ai raconté ma petite histoire. Là, mes parents étaient quand même très étonnés, ils se sont regardés, puis ils ont dit, bon, tu sais, ça doit être un effet d'anesthésie. Voilà. Et là-dessus, ça en est resté là. Et s'est écoulé donc entre l'âge de 15 ans et puis l'âge pratiquement j'ai approché de 40 ans. C'était mon mari. Bon, lui, il avait une quarantaine d'années quand il est mort. Avec lui, il y a eu vraiment une prise de conscience de ce que j'étais sortie de mon corps. Hein. Donc, c'est une nuit tout à fait banale. Hein. J'ai eu le sentiment d'être réveillée. En face de moi, donc, il y a mon mari qui est tout à fait guéri parce qu'en fait, quand il est mort, il avait le visage, comme il est mort, il avait une opération, etc. Bon, bref, là, c'était plus du tout le cas. Quoi. Il paraissait jeune, sain, rayonnant. Et là, il m'a dit, je suis vivant. Quand je suis revenue à moi, dans mon corps physique, là, je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe. Je me suis dit, là, c'est quelque chose, il faudrait peut-être que je me renseigne, parce que là, il n'était pas mort, hein, il était vivant. Et puis, il était surtout, le visage, il n'y avait plus toutes ces cicatrices, tout ça, il n'y avait plus rien. Il parlait naturellement, puis il y avait cette atmosphère qui était très, très légère, en fait. Hein, c'était léger, c'était lumineux. Donc là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, je vis un phénomène intéressant qui serait peut-être, justement, ça serait peut-être bien que je puisse me documenter un peu dessus quand même, ce qui arrive. Mais en fait, me documenter, je me suis rendu compte que, ouais, j'étais un peu dans des bibliothèques, mais j'ai pas souvenir. Je crois que j'ai lu des bouquins de spiritisme, mais ça m'a pas intéressé du tout, parce que ça n'a rien à voir. En parler, ma foi, les gens n'en parlent pas comme ça dans la rue, ni parmi mes amis, qui n'en parlaient pas spécialement. Et puis, il se trouve que là, les événements se sont précipités. C'est-à-dire qu'il y a eu de plus en plus de sorties du corps, de plus en plus consciente. Là, je suis vraiment rendu compte de ce qui se passait, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, je pouvais exister, être totalement consciente, même agir, en fait, décider, etc., sans mon corps physique. Là, quand je me suis rendu compte de ça, c'était vraiment le point de départ de tout. Hein. Ça veut dire que je peux exister sans mon corps physique. Je suis né en 1963, j'ai fait des études techniques, donc rien qui prédestinait à faire des sorties hors du corps. La première sortie hors du corps que j'ai eue, elle était, on va dire, incontrôlée, et en termes de résultats et de qualité. Ce qui caractérise vraiment la sortie hors du corps, c'est cette expérience complètement consciente du début jusqu'à la fin, quand on sort du corps, avec tous les phénomènes qui sont associés, toute l'expérience derrière. Et le retour au corps, qui souvent se traduit par un réveil, parce que le retour, c'est complètement automatique. D'ailleurs, ça répond à une question que les gens se posent souvent, mais comment on fait pour retourner dans son corps? Alors que toute la difficulté de la sortir du corps, c'est justement d'éviter de retourner dans son corps. Donc c'est une question qu'on ne se pose jamais, parce que le retour du corps, c'est automatique, le corps astral sait faire. Et malheureusement, à la moindre imprudence, ouais, au moindre faux mouvement, on va dire faux geste, on se retrouve instantanément dans son corps. Et les premières fois, c'est vrai, je peux pas dire que j'ai vraiment eu peur, mais je me suis demandé qu'est-ce qui m'arrivait. Parce qu'effectivement, il y a des sensations très particulières, très fortes, des secousses, des vibrations, des bruits violents, en fait, mais d'une force inouïe, qui résonnent dans la tête.
Et puis, on a la sensation d'être aspiré à l'extérieur de son corps physique. Et tout ça, on peut rien faire contre. C'est-à-dire qu'on est finalement pris dans une sorte de tempête. On peut strictement rien y faire. Il faut suivre le mouvement. Et puis, d'un coup, tout s'apaise. Et puis, on se rend compte, effectivement, mais qu'on est déjà loin de son lit, en fait. Qu'on est léger. Donc, on est dans un autre corps. Un corps qui est extrêmement subtil, bien sûr, mais qui est un corps. Et puis il est doté de propriétés intéressantes, ce corps, puisqu'il peut passer à travers les murs, monter au plafond, sortir dans la rue, comme ça, puis il peut se déplacer où il veut. Petit à petit, je me suis rendu compte que je pouvais faire des quantités d'expériences. En fait. Un soir, quand je commence à m'endormir, je commence à somnoler. Tout d'un coup, là, je vois venir à une vitesse phénoménale une boule de lumière blanche. Un moment après, donc tout s'apaise. Je me lève comme je me lève tous les matins, mais en même temps, je voyais mon corps. Je me sentais légère, je flottais au-dessus du carrelage. Je n'ai pas de vision floue, c'était vraiment net, réel. Sauf que là, au lieu de marcher, je flottais et je pouvais passer à travers la porte. Et là, j'ai découvert qu'il y avait des gens qui faisaient les mêmes expériences que moi, qui sortaient de leur corps. Et c'est là que tout a commencé vraiment pour les sortir du corps. J'ai pu échanger, parler de mes expériences, me rendre compte qu'il y avait des personnes qui pouvaient elles aussi sortir de leur corps. On va peut-être se rencontrer à l'extérieur d'ailleurs des corps. Enfin, tout ça, ça a pris vraiment une autre allure. Jusqu'à ce qu'en sortie du corps, alors, dans une sortie du corps, je rencontre, c'est pas moi qui les ai rencontrés, c'est plutôt eux qui m'ont appelé, donc des guides spirituels en fait. Alors donc c'est eux qui ont commencé vraiment à m'apprendre ce que c'était qu'une sortie du corps, comment ça fonctionnait, comment ça se passait, et que ça pouvait effectivement se transmettre à d'autres personnes. De toute façon, il faut savoir que toutes les nuits, le corps astral sort, mais sans la conscience. Donc, il connaît parfaitement la manœuvre pour rentrer, puisque toutes les nuits il sort, toutes les nuits il rentre. Et quand vous êtes conscient, vous suivez la manœuvre. Mais il y a quand même des petits inconvénients, c'est que le corps astral, c'est lui très souvent qui décide de rentrer. Alors vous êtes en pleine expérience très intéressante. Par exemple, vous discutez avec un décédé, avec un guide, et d'un coup, le corps astral, lui, il a décidé de rentrer. Bien évidemment, vous rentrez avec. Et là, vous rentrez dans votre corps physique et vous êtes interrompu dans votre expérience. Et là, en général, on n'est pas content. Mais bon, le corps astral a ses raisons. S'il veut rentrer, c'est parce qu'il s'est aperçu que le corps physique avait besoin de sa présence, qu'il y avait quelque chose dans l'environnement physique, il fallait qu'il soit là. Bon, ça arrive. Il y a aussi une autre chose qui fait rentrer, ce sont les émotions très fortes. Et ça arrive souvent aux débutants. Ils sortent de leur corps et ils se rendent compte d'un coup qu'ils sont sortis. Ils sont tellement contents. Ah, ça y est, je suis sortie, tac, ils rentrent. On sent qu'on rentre dans le corps physique, donc on a une impression d'un coup de densité, de raideur un peu, de poids finalement aussi. Maintenant, il y a un autre cas, c'est quand on rentre d'une façon inopinée. Par exemple, si le téléphone a sonné et qu'on est rentré d'un seul coup. Alors là, c'est vrai que le corps astral est rentré brutalement, il n'a pas eu le temps de faire la bonne manœuvre. Pas tout à fait. Donc là, le corps astral peut être un petit peu décalé par rapport au corps physique. C'est pas bien grave. Soit vous vous en apercevez quand vous vous réveillez, vous pouvez vous rendormir et le corps astral va refaire la manœuvre calmement. Et puis si c'est pas le cas, vous attendrez jusqu'au soir. Vous serez un petit peu vaseux, mais pas bien méchant. C'est pas bien méchant et quand vous vous rendormez, ça se remet en place. Vous voyez, c'est pas des choses très très graves. Et ça, c'est uniquement dans les rentrées brutales. Mais il se passe la même chose toutes les nuits quand vous dormez. Si on vous réveille pendant un rêve en sursaut, vous ne serez pas bien non plus. C'est exactement la même chose qui se passe. Il y a beaucoup de rêves qui sont des sorties hors du corps de mauvaise qualité en fait. Et les gens se disent est-ce que c'est un rêve ou pas un rêve parce que tout simplement au départ, ils ne sont pas sortis consciemment. Et ils ne se souviennent pas comment ils sont sortis, pas comment ils sont rentrés. Et de ce fait, quand la sortie n'est pas complètement contrôlée dès le départ, on n'a pas toute la conscience, on n'a qu'une partie, la moitié de la conscience. Et ça donne cette espèce d'état où on ne sait pas trop si on est en train de rêver ou pas. Alors que quand on sort avec complètement du début à la fin, que c'est complètement contrôlé, on sort avec 100% de la conscience et là, on sait qu'on n'est pas en train de rêver. Ce qui marquera vraiment la différence, c'est que comme on est conscient, on peut faire des gestes ou des choses qu'on a choisi de faire. Si vous avez un mur ou un ersatz de mur devant vous, vous pouvez passer la main au travers. C'est tellement réel que je fais toujours le test, moi, de prendre ma main et d'appuyer sur le mur. Et si le doigt passe au travers ou rentre net dedans, je sais que je suis dans une sortie hors du corps. Là, on a affaire à notre monde tridimensionnel, la longueur, la largeur, la hauteur, le temps aussi qui est une dimension plus complexe. Et il y en a d'autres
Et ce sont des dimensions que souvent on ne mesure pas parce qu'on ne sait pas les mesurer. On les appréhende, on les sent. Tous les univers, si vous voulez, sont superposés en quelque sorte, hein, donc ils s'interpénètrent les uns les autres. C'est-à-dire, bon, ben, l'astral, c'est là où on est aussi, en fait, mais ça vibre à un niveau différent. La vision astrale est, disons, beaucoup plus riche que la vision physique. Vous voyez à travers un mur physique. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour savoir ce qu'il y a derrière, puisque vous voyez à travers le mur, que vous voyez de quoi le mur est fait. Vous voyez s'il est fait en parpaing, je sais pas, en béton, etc. Vous voyez exactement de quoi il est fait. Vous voyez s'il y a des fils électriques qui le traversent, enfin, vous voyez tout ça. Dans ce qu'on appelle l'astral physique, qui est très intéressant, les décors ne sont pas comme dans la réalité et ne sont pas comme dans un rêve non plus. La vision du corps astral n'est pas adaptée au monde physique. Elle est parfaite dans le monde astral, mais elle n'est pas adaptée au monde physique. Donc il fait ce qu'il peut pour nous faire voir la réalité, mais en fait ça ne fonctionne pas comme ça. Donc souvent les pièces paraissent immenses. Des fois elles peuvent être renversées parce qu'il faut savoir qu'on voit à 360 degrés. Et ça c'est très perturbant aussi parce qu'on pense regarder quelque chose devant alors qu'en fait on le regarde de derrière. Les objets physiques par exemple, on voit qu'il y a des objets physiques qui sont là alors que dans la réalité ils n'existent pas. Il y a aussi des rémanences d'objets anciens, c'est-à-dire des choses qui ont été là mais que vous n'avez jamais connues parce que peut-être que ça appartenait à un ancien propriétaire. Et puis il y a des choses aussi, je pense qu'elles viennent du futur, elles ne sont pas encore là mais elles commencent à se créer. C'est très curieux et il faut être très humble vis-à-vis de ces choses. Il ne faut pas chercher à les comprendre finalement parce que la compréhension c'est quelque chose de mental, alors qu'il faut bien comprendre que l'astral physique c'est un monde émotionnel. Donc une émotion va se traduire par la création de quelque chose dedans. Et puis après, j'ai fait des expériences un peu plus poussées pour voir si je pouvais toucher des objets dans le monde physique. Ça, c'est très difficile par contre. Par exemple, toucher un verre ou toucher une tasse, un truc comme ça, c'est très difficile à la bouger finalement. Ça entraîne une grande perte d'énergie en fait au niveau du corps astral. Donc en fait, c'est à éviter, mais en fait, ça peut se faire. Aussi, ça arrive en sortir du corps. On se retrouve face à des gens, on discute, qu'on ne connaît pas. Et puis en fait, ces gens, des fois, c'est des gens qu'on va rencontrer 15 jours ou 3 semaines après. Et ça va très bien se passer avec eux. Et c'est comme ça qu'on découvre que souvent, les gens avec lesquels on a des négociations ou des rendez-vous à faire importants pour sa vie, des fois ça se passe mal et des fois ça se passe très bien parce qu'en fait on s'est déjà rencontrés sans le savoir avant et on a déjà discuté, on se connaît. Alors c'est pas comme dans le physique, mais vous avez quelqu'un dans vos bras que vous serrez, qui est avec un toucher, une sensation, l'émotion, des gens qui parlent aussi à côté et puis lui, on parle pas, on pense, mais on entend la pensée de l'autre. Et ça aussi dans l'astral il faut le dire, vous entendez des voix, des bruits tout le temps, c'est complètement différent d'un rêve parce que quand vous êtes complètement éveillé, vous pouvez entendre des bruits de sirène, des bruits de moteur, des craquements, des sifflements qu'on n'entend pas du tout dans le monde réel, des ultrasons. Vous pouvez voir des couleurs que vous ne voyez pas, vous savez, des fluos, des violets fluos, des rouges fluos que vous ne pouvez pas voir dans le monde réel. Donc là, vous savez que vous n'êtes pas en train de rêver et que ce n'est pas la réalité non plus. Vous pouvez rencontrer aussi d'autres expérienceurs, des gens qui sortent de leur corps aussi, c'est généralement là qu'ils sont. Les dormeurs, en fait, les dormeurs, parce que toutes les nuits, notre corps astral s'extériorise. Donc vous allez rencontrer les dormeurs, mais qui ne sont pas conscients, en fait, qui sont comme des somnambules. Pour les gens qui seraient dans le monde physique, vivant, et de sortie en train de se promener, je pense qu'ils ne nous voient pas, mais quand même ils perçoivent notre présence parce que souvent ça les gêne. On voit que les gens se tournent vers nous ou si par hasard on vient les toucher, ça va leur faire peur et ils sursautent. Donc il y a quand même une partie d'eux-mêmes qui sait inconsciemment qu'il y a quelqu'un qui est là et ils ne nous voient pas, mais ils nous sentent souvent. En ville ou dans des endroits où il y a beaucoup de gens, effectivement, quand on sort, on se retrouve dans une rue, par exemple, il y a beaucoup de gens qui se promènent, qui font des choses qui paraissent sans importance, comme par exemple pousser une poussette, où ils discutent ensemble. Ils ne sont souvent pas conscients d'être là. C'est des gens, je pense, qui dorment parce que c'est la nuit. Ils font une sortie astrale, ils discutent avec des gens dont ils ne se souviendront souvent pas. Et dès que vous commencez à leur poser des questions, quand vous tombez sur des dormeurs, si vous leur posez des questions, ça les dérange. Typiquement, si vous demandez le nom de quelqu'un, par exemple, vous avez quelqu'un qui est là en train de discuter, vous lui demandez son nom, ça va l'interloquer
Et assez souvent, ça crée un état où il commence à être gêné, vous voyez, il commence à être nerveux ou le déranger, comme si vous commenciez un peu à le réveiller, là. Et puis, des fois, ça les fait même disparaître. Alors, je pense qu'ils se réveillent, et hop, du coup, vous ne les avez plus. Mais en astral, on peut aussi, donc tout en restant sur le plan physique, on peut effectivement aller dans un pays éloigné, par exemple, si on a envie de rencontrer des amis ou visiter une ville, pourquoi pas, on peut tout à fait le faire, puisque le corps astral va se déplacer à des vitesses extrêmement importantes. Il peut se déplacer à la vitesse de quelqu'un qui court, mais aussi à la vitesse d'un avion. Et beaucoup plus vite qu'un avion, il peut aller pratiquement à la vitesse de la pensée. Donc évidemment, on peut aller où on veut. Après, on peut sortir un peu du terrestre. Si on peut rester dans le terrestre, par exemple, on peut aller voir la Terre de loin. Ça, c'est une très très belle expérience de sortir dans le cosmos et de voir la Terre vraiment de très loin. Donc on voit qu'elle est ronde, effectivement. On peut vérifier par soi-même. Enfin, là c'est très beau. Là, quand on commence à aller dans ces espaces, c'est magnifique. Les étoiles, c'est magnifique. Mais ça reste, pour moi, ça reste de l'astral terrestre. C'est-à-dire qu'on reste quand même dans la dimension terrestre, mais la contrepartie vibratoire, on va dire, de la Terre, mais du monde terrestre. Puis après, on s'aperçoit assez vite qu'on peut sortir de ça aussi, et qu'on peut donc aller dans des dimensions qui sont tout aussi réelles que la nôtre. Ce ne sont pas des dimensions matérielles ou physiques, ce sont des dimensions donc vibratoires. On peut retrouver des décédés, c'est vrai, mais il n'y a pas que des décédés. On peut rencontrer aussi des gens qui habitent là, enfin des êtres, on va dire, qui habitent dans ces dimensions, en fait, qui sont tout aussi réels que nous, mais ils n'ont pas le corps physique, voilà, ils ont un corps vibratoire, un corps énergétique. On peut rencontrer éventuellement des guides spirituels, des gens qui peuvent nous apprendre beaucoup de choses. Enfin là, et puis il y a des mondes parallèles, il y a beaucoup de mondes parallèles, des univers consensuels, etc. Alors là, ça commence à devenir vraiment intéressant. Là, vous vous déplacez alors vraiment à la vitesse de la pensée. Là, il n'y a plus de... Et puis, il y a cet monde aussi qui, au niveau sonore, est très beau. C'est-à-dire qu'il peut y avoir de très, très belles musiques, des sons très beaux. Enfin, quand on a de la difficulté à les décrire, parce que ça n'existe pas sur le plan physique, les couleurs, il y en a peu, mais alors elles sont magnifiques. C'est pareil, je ne peux pas vous les décrire, parce que c'est pas vraiment ce que je vois dans la vie de tous les jours, en fait. Et sur ces plans-là, vous pouvez éventuellement rencontrer vos guides spirituels. C'est pas sûr, parce qu'en fait, faut-il encore que eux, ils veuillent vous rencontrer, c'est normal, et qu'ils fassent eux de leur côté un petit travail pour abaisser leur niveau vibratoire. Même si vous avez monté le vôtre, il faut quand même qu'eux aussi ils abaissent un peu le niveau pour arriver à être au même niveau des deux côtés, en fait. Et là, on peut avoir des rencontres absolument extraordinaires. Bon, j'ai mis des années avant d'y arriver. Et c'est vrai que c'est là que j'ai rencontré mes guides spirituels. Soit, quelquefois, on peut les voir sous des formes humaines, mais de lumière, si on peut dire, des formes très lumineuses, mais qui ont quand même une silhouette humaine, quelquefois sous une forme de lumière. Mais c'est une lumière consciente donc qui communique avec vous. Et puis surtout, il y a une radiation d'amour qui est extraordinaire. Alors là, on peut pas la décrire non plus. Ce qui fait que si on était parti avec l'idée de rencontrer son guide spirituel et de lui poser des questions, quand on est dans ces niveaux-là, les questions, il n'y en a plus. De toute façon, vous avez toutes les réponses. Tout ça, c'est terminé, c'est fini, vous n'y pensez même plus, en fait. Et quand vous revenez dans le corps physique, vous vous souvenez parfaitement de tout ça, et vous savez parfaitement que vous n'avez pas rêvé, parce que quelque chose a changé en vous. Enfin, vous n'êtes pas changé comme ça, mais au plus profond de vous, il y a quelque chose qui a changé. Et vous ne pourrez plus jamais être le même. Un décédé qui veut communiquer avec nous, qui disons il faut encore qu'il soit dans des zones relativement proches de l'astral terrestre, il ne faut pas qu'il soit parti je ne sais où. Comment il peut faire? Ils peuvent procéder d'une façon très simple, c'est de choisir un moment où vous dormez et où vous rêvez. Et lui, le décédé, il voit très bien votre rêve, parce que votre rêve, il se déploie autour de vous comme une espèce d'hologramme, en fait. Que fait le décédé? Il va rentrer dans votre rêve. Il va faire partie du rêve, mais il se présente tel qu'il est, tel que vous pouvez le reconnaître. Et vous, le lendemain matin, vous dites, tiens, j'ai rêvé d'un tel cette nuit qui est venu me voir, mais alors il avait l'air vivant, c'était incroyable, et vous êtes tout content. En réalité, c'est vraiment le défunt qui est venu vous voir. Ça, c'est la façon la plus simple de communiquer avec tout le monde, parce que tout le monde dort et tout le monde rêve. Maintenant, il y a aussi une autre façon de faire pour rencontrer un décédé, c'est si vous sortez de votre corps, consciemment, vous pouvez rencontrer un décédé en direct, comme vous êtes en face de moi en ce moment, je peux aussi rencontrer un décédé qui sera en face de moi. Moi, je serai sortie de mon corps, je serai consciente, et lui, il sera dans son état habituel. Et là, on va parler, on va communiquer. Et là, je me rends compte que le décédé est au courant de ma vie, enfin en gros, et c'est ce que je fais en fait. Par contre, j'ai remarqué que les décédés n'ont pas acquis une sagesse extraordinaire, ils sont ce qu'ils étaient. On n'a jamais peur d'un décédé quand on le voit, parce que il apparaît généralement plus jeune
que son âge de décès, hein, la plupart du temps, ils peuvent surprendre. C'est vrai que si on ne s'y attend pas, on est surpris. Parce que moi, j'ai beaucoup d'élèves à qui il est arrivé l'aventure classique. Moi aussi, je vais dire, ça m'est arrivé il y a longtemps. On sort de son corps dans sa chambre. On est persuadé qu'on est seul dans sa chambre. Et là, tac, vous heurtez littéralement au pied du lit à votre mère ou votre grand-mère qui est décédée et qui est bien vivante. Et là, ça vous fait un choc. Honnêtement, la première fois que j'ai vu ma mère comme ça, je m'y attendais pas du tout. Pas du tout, elle paraissait plus jeune, mais alors c'était elle. Et j'ai un de mes élèves là qui a vu sa grand-mère, alors lui c'est vraiment sa grand-mère qui attendait pas, mais il a eu tellement peur qu'il est rentré dans son corps physique. Et après il m'a dit là j'ai eu très peur. Bon après il est ressorti après avoir réfléchi à tout ça. Mais c'est vrai que ça fait peur de voir quelqu'un qu'on croyait mort et qu'on a vu mort et de le voir parfaitement vivant. On est plutôt dans des mondes de superposition, de niveaux vibratoires différents, d'où le monde des décédés. Parce que nous, quand on sort de notre corps, on rencontre des décédés et il n'y a pas de mort, quoi, en fait. J'en ai rencontré à de rares occasions parce que c'est toujours des gens avec lesquels il faut avoir un lien affectif quand même assez prononcé. Il faut qu'on ait une raison de les rencontrer. C'est toujours très bref. C'est pour ça que je me méfie quand les gens disent on est resté des heures avec des médiums à parler avec le décédé. Parce que j'ai cru voir au travers de mes expériences en tout cas que les décédés ça leur demande énormément d'énergie de communiquer avec nous. Et pour nous ça doit être un peu pareil. Et c'est toujours très bref le contact. Alors là c'est pas des sorties où j'ai été complètement conscient et j'ai pu aller moi là-bas de mon propre chef, rencontrer le décédé et revenir par mon petit chemin. Je me suis retrouvé face à la personne, on m'avait emmené, hein, j'ai pris conscience devant. Et ça a duré peut-être que quelques secondes et ensuite je me suis réveillé dans mon corps. Et effectivement c'est difficile de voir les gens qui sont décédés ou pas parce que ça se caractérise par quelques différences très fines. On parle souvent de la corde d'argent qui est très difficile à voir alors dans des livres ésotériques. Tout ce qu'on peut voir c'est cette espèce de faisceau qui part, des gens qui paraissent plutôt être comme quelqu'un qui aurait des cheveux blonds, longs derrière. Il faut vraiment y porter attention, porter son regard dessus, regarder ça à 10 ou 15 cm de distance pour pouvoir le voir. S'ils le peuvent, ils peuvent redescendre leur niveau vibratoire de façon à être plus accessible pour nous. Je pense qu'eux aussi, ils ont à faire un travail pour se détacher justement des personnes physiques et des mondes physiques qu'ils ont laissés. Ça, c'est un travail et ça va dépendre en fait du niveau d'évolution du décédé. Parce qu'au début, je pense que c'est difficile dans les premiers temps. S'ils voient que la personne est malheureuse, etc., ça leur fait du chagrin quelque part en fait. Puis petit à petit, eux aussi, ils vont évoluer. Et donc, il y a un moment où ils vont peut-être effectivement arriver à une forme de détachement par rapport à la personne qu'ils ont laissée, en fait. Puis, il y a un moment où ça les gênera plus du tout, en fait. Et il y a un moment aussi où, pour rencontrer les décédés, on peut choisir aussi de se rencontrer dans des zones intermédiaires. On a étudié ça récemment avec des élèves. Et donc, on s'est rendu compte pour des élèves qui avaient perdu donc, des parents ou des grands-parents il y a quelques années et qui voulaient absolument les revoir, que ce soit un grand-père, un père, une mère, etc., pour se rencontrer, il a fallu effectivement qu'ils se retrouvent dans des sortes de sas, c'est-à-dire des lieux intermédiaires en fait, où le décédé descendait et où l'expérienceur sortait et montait un peu. Et là, il pouvait se retrouver dans ces sas en fait, et arriver à communiquer d'une façon tout à fait cohérente en fait, et intéressante. Déjà, il faut savoir qu'il y a quelques jours, on ne peut pas les voir parce qu'ils sont, ce que je dirais, dans ce qu'on m'a expliqué, un état de fusion. La personne décède. Et il y a certainement, je pense, une fusion du corps, de tous les différents corps qui se superposent les uns dans les autres et qui permet à l'âme de venir dans le monde physique. Certaines croyances disent qu'il y a 7 corps qui sont imbriqués les uns dans les autres et avec des niveaux de degrés de vibration différents, ce qui permet à l'âme de venir s'incarner dans le monde physique avec des vibrations assez adaptées au monde physique. Elle ne peut pas venir d'un coup, donc il y a toute une succession de corps qui lui permettent d'y accéder. Et quand on rencontre le décédé, on ne peut pas le voir tout de suite parce qu'apparemment il refusionne ses corps après son décès pour remonter dans les plans astro plus hauts en vibration. Donc quand mon père est décédé, pendant les 2-3 jours où il suivait, j'ai pu le voir une fois, mais on ne pouvait pas lui parler, on ne pouvait pas l'accéder, on ne pouvait pas le protéger, on pouvait juste le voir. Et là j'avais préparé mes questions que je voulais absolument lui poser, je voulais savoir comment s'était passé son décès, comment il était mort, et est-ce qu'il avait souffert ou pas. Et donc on s'est pris dans les bras l'un de l'autre, c'était une joie immense, bien sûr, de le retrouver. Et je lui ai demandé comment ça allait, c'est pas la question que je voulais poser déjà au départ. Et puis il m'a dit ça va,
ça va très bien. Là, j'ai pu lui poser ma question, c'était de lui dire, mais alors, comment ça s'est passé ton décès? Et il répondait pas, il restait là, pas de réponse. Et je lui ai reposé la question 4 ou 5 fois, vraiment avec insistance, pour vous dire. Et il répondait pas, il me regardait comme si on parlait de quelque chose dont il se souvenait pas, ou comme s'il ne pouvait vraiment pas en parler. Et au bout de la 5e fois que je posais la question, et alors il y avait des gens autour de nous. Hein. Visiblement, lui, il avait été amené là, moi aussi, et il y avait des accompagnateurs, on va dire. Il m'a juste dit « Ah, ça s'est juste passé comme ça ». Et c'est tout ce que j'ai pu savoir. Donc là, on s'est regardé une dernière fois pendant 1 seconde, et bon, hop, coupure de la communication, et je me suis réveillé juste après. Ça m'est arrivé, par exemple, justement de parler comme ça à un décédé ou même à un guide, alors que je suis dans mon corps physique, hein, et de me rendre compte, quand je suis sortie du corps, qu'effectivement le décédé ou le guide m'avait parfaitement entendu, c'est-à-dire qu'il répond parfaitement à ce que j'avais dit. Donc je pense qu'il y a effectivement des correspondances en fait, hein, que c'est vrai. Donc même si le décédé on le voit pas, on peut toujours lui parler. Nous aider, bon, en ce qui concerne les décédés, donc tout dépend de leur niveau. C'est sûr que s'ils nous aiment, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent hein, pour nous aider, mais ils n'ont pas toujours les moyens, il faut bien dire, hein, de nous aider, parce que quand même, ils sont limités aussi dans leurs moyens, les décédés. Et quelquefois, ils ne voient pas plus que nous, en fait, hein, le futur ou le devenir, hein, ils ne voient pas plus que nous. Donc, en fait, l'aide d'un décédé, c'est surtout une aide d'accompagnement, d'amour, etc., de soutien. Mais je ne sais pas s'ils peuvent faire beaucoup plus. Un guide, c'est différent. Un guide, c'est-à-dire qu'il vous aide. S'il vous aide, oui, il vous donne de la force, il vous donne de l'énergie. Mais un guide vous dira jamais de faire telle chose ou de ne pas faire telle chose. Il vous laisse libre. Il laisse complètement libre. Par contre, il envoie de l'énergie, de l'amour, etc. Mais j'ai jamais entendu un guide me dire tu vas faire ci, tu vas faire ça. Ça, non, jamais. En fait, c'est à moi de trouver. Dans la vie physique, tout est ralenti. C'est aussi son intérêt, c'est que pour bien comprendre quelque chose dans le monde physique, l'intérêt d'être intégré dans un corps physique, c'est que, vous voyez, quand vous êtes dans un corps astral ou dans un corps mental, vous avez une idée et instantanément, la création, le résultat est là. Et on nous fait descendre dans la vie physique pour qu'on ait le temps de comprendre des choses qui se passent trop vite là-haut. Parce que ça vous permet de comprendre le lien entre l'action et la réaction. Le lien entre la cause et l'effet. Alors que dans le monde astral, ça c'est quelque chose, c'est totalement inaccessible. Dès que vous faites quelque chose, il y a une réaction instantanée. Et le but de la vie, justement, c'est de bien comprendre les réactions de cause à effet. C'est quand je fais quelque chose, comme il y a cette dimension temporelle qui ralentit tout, je vais avoir les effets, mais pas tout de suite. Donc vous avez bien le temps de comprendre, quand vous faites quelque chose, ce que ça va engendrer. C'est ça l'intérêt de la vie physique. C'est une espèce d'apprentissage, en fait, hein, d'apprendre dans des choses qui nous résistent. Parce qu'en astral, il n'y a rien qui nous résiste. Tandis que là, au moins, les choses nous résistent dans la matière. Hein. Et dans l'astral, j'y arriverai toujours à changer les choses par la pensée. Dans le physique, c'est beaucoup plus difficile, en fait. Hein. Donc, cette dimension vibratoire est là. Le temps est là pour vous retarder. Donc, tout est dilué ici. Et quand les choses se mettent en place dans l'astral très vite, eh bien, il y a cette dilution. Là, vous avez été obligé d'attendre sur la vie physique que ça se mette en place. Donc les choses se mettent toujours en place, d'abord dans le monde mental, ensuite dans le monde astral, et ça redescend bien ralenti dans la vie physique. C'est pour ça que quand on veut quelque chose dans la vie physique, on ne l'a jamais tout de suite. Dans l'astral, il y a des choses qui existent en elles-mêmes, puis des êtres qui existent en eux-mêmes. Les décédés, ils existent en fait. Hein. Puis il y a aussi on va appeler ça des décors astraux, des lieux astraux. Il y a des villages, des machins, des lieux de réunion, etc., qui existent en dehors de vous. Vous pouvez y revenir plusieurs fois, même si vous n'y pensez pas, ils continuent d'exister. Puis il y a tout ce que vous créez et qui existe le temps que vous y pensez, en fait. Hein. Alors le temps que vous y pensez, c'est vrai, si je pense à une chaise dans l'astral, la chaise, elle va apparaître devant moi. Et si j'y pense plus, elle disparaît. C'est ça une projection en fait. Hein. Après, il y a des projections plus subtiles que ça, mais en gros, c'est toujours ce même phénomène. On se rend compte, l'émotion est créatrice, que c'est une véritable énergie. C'est une énergie terrestre qui n'est pas mesurable sous sa forme terrestre. On la sent, elle est partout. On ne peut pas la mesurer, on ne peut pas la quantifier. Mais on sait que sur Terre, on peut la transformer en énergie pour porter un projet. Par exemple, quelqu'un qui a la rage, on va dire, de porter un projet, va forcément plus vite le terminer que quelqu'un pour lequel c'est indifférent. Donc l'émotion, c'est quelque chose qui porte de l'énergie. Et dans l'astral, elle est créatrice. Vous avez une émotion, par exemple, ça peut vous empêcher de voir quelque chose, ou au contraire, le manque d'émotion vous permet de voir quelque chose.
Suivant la fréquence où on est, on ne va pas avoir affaire aux mêmes personnes. Il y a toute une échelle dans l'univers où quand on vibre à une certaine fréquence, on va être connecté à des gens et au même endroit, on redescend sur la fréquence, on va voir autre chose. Quand on a peur, on a une fréquence assez basse et on va rencontrer des choses effrayantes. Alors que quand on est très serein, on vibre à une fréquence plus haute et là on va rencontrer des choses beaucoup plus belles. Vous pouvez faire des rencontres que vous allez estimer mauvaises ou effrayantes, mais effectivement ça m'est arrivé, hein, je tiens à le dire, mais c'est toujours parce que je l'ai demandé, je voulais voir ce que c'était, ou parce que c'était d'une façon ou d'une autre lié à ce que j'étais, ou quelque chose à guérir. Alors moi, le bas astral, c'est vraiment un terme que je supporte plus du tout, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui n'existe pas. Bien sûr, si je me mets à penser bas astral, je peux le faire exister. Hein. Si tous les jours, j'imagine qu'il y a un lieu épouvantable avec des monstres qui vont me persécuter, je vais finir effectivement par le créer. Personnellement, j'ai jamais rencontré de bas astral, en fait. Hein. Pour moi, c'est un truc qui n'existe pas. Donc les gens qui en ont peur, par contre, des gens qui en ont vraiment peur, à force d'y penser, peut-être quand ils vont sortir, ils vont se retrouver dans un endroit épouvantable. Ça, c'est dans l'astral, ce qu'il y a, c'est que c'est immédiat. Voilà, la matière astrale, elle est très malléable, en quelque sorte, elle répond tout de suite à la pensée. Donc si je pense à un monstre, c'est vrai que je peux l'avoir devant moi, finalement. Donc il vaut mieux penser quelque chose d'agréable. C'est mieux de l'avoir devant soi. Dans le monde physique, c'est vraiment différé. Quelquefois, on peut avoir peur justement de quelque chose. Ça n'arrive pas tout de suite, mais ça arrive 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans après, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à entretenir des pensées plutôt positives. Dès que je sors, je demande à aller à un tel ou tel endroit de ma propre volonté. Mais le corps astral va là où il veut vraiment intimement, plus que notre mental. Et le monde astral, c'est un monde d'émotions. Si vous avez des émotions cachées, le corps astral, lui, il perçoit. Et pour éviter d'avoir toutes ces projections que nous faisons nous-mêmes, donc le fait de travailler les méditations là dans le monde physique, c'est-à-dire avoir une paix intérieure, c'est une maîtrise des états émotionnels. La sortir du corps, j'enseigne ça, j'ai dû commencer vers les années 90. Et au début, avec un petit groupe d'élèves, j'ai commencé à leur faire expérimenter les techniques à eux. Parce qu'en fait, je préférais d'abord expérimenter avec des gens que je connaissais, puisqu'en fait, les techniques, c'est moi qui les ai créées avec mes guides. Donc, il fallait quand même mieux que je prenne des sujets, là, d'abord. Bon, alors, pendant 1 an, on a travaillé ensemble. Et ça donnait de bons résultats. C'est-à-dire qu'ils ont appris à sortir de leur corps, alors qu'ils ne sortaient pas au début. Ils sont sortis, les techniques se sont révélées efficaces, on a fait plein d'expériences. Bon, c'est comme ça que les premières personnes sont venues. Pour moi, ça a été un point de relance par rapport à une activité qui dormait un peu sur une étagère, parce que j'arrivais pas à trouver de méthode vraiment assez technique pour pouvoir pratiquer la sortie hors du corps de façon précise et efficace. Parce que sinon, tout ce que vous allez avoir, c'est des sorties du corps de mauvaise qualité, spontanées, pas contrôlées, qui vont ressembler à des rêves. Il y a un peu des rêves lucides ou des cauchemars des fois sur ce qu'on a. Et puis ensuite, c'est vrai, il y aura la phase de technique, d'exercices à pratiquer, qui sont des exercices très simples. D'ailleurs, le mot technique, c'est ambitieux. Ce sont des exercices extrêmement simples, donc il faut faire un peu régulièrement après le stage. Puis je pense qu'il faut entretenir une forte motivation. Mais en général, les gens y arrivent en fait, hein, la plupart du temps. Alors quand les gens n'y arrivent pas, il faut alors commencer à s'interroger pourquoi ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas soit parce qu'ils ont peur de la sortie. Ah, ça, c'est l'obstacle numéro 1. Si j'ai peur, pourquoi ils ont peur de la sortie? Parce que la sortie, c'est la mort, c'est l'inconnu. En fait, en gros, c'est ça. Hein, c'est la mort, c'est l'inconnu. Ou alors, ils ont quelquefois un mental hyper développé. Donc, tout ce qui arrive, ils vont l'analyser avec le mental raisonneur, rationnel. Et donc, ça stoppe l'élan. Par exemple, si je commence à avoir un état vibratoire, c'est-à-dire si je commence à sortir, et que je me mets à analyser, à couper les cheveux en quatre pour savoir qu'est-ce qui se passe vraiment, je vais tout stopper, en fait. Hein. C'est évident. Autant que si j'ai peur, en fait. Hein. Donc finalement, les deux gros obstacles, c'est le mental et la peur. Mais on peut travailler sur ces obstacles. Alors le plus grand risque, la plus grande peur des gens, c'est de jamais pouvoir rentrer dans son corps. Alors là, à ceux-là, je tiens à leur dire que la plus grande difficulté, c'est de ne pas y rentrer, c'est d'arriver à en sortir. Et surtout de rester dehors. Parce que le corps, c'est automatique, à la moindre erreur, hop, c'est retour dans le corps physique instantané. Il sait faire sans vous ou avec vous, de toute façon, vous ne pouvez pas ne pas rentrer dans votre corps, puisque lui, il a un dispositif automatique. Il faut bien comprendre qu'il fait la sortie du corps, de toute façon, vous la fassiez de façon consciente ou inconsciente, le corps sort tous les soirs et il rentre tout seul.
Il y a des gens très religieux qui vont vous dire vous allez rencontrer des esprits maléfiques, vous allez faire des mauvaises rencontres, faites attention, c'est dangereux, vous allez complètement perdre la boule. Je dirais que si vous êtes instable psychologiquement dans le physique, effectivement, il vaut mieux pas aller vous déstabiliser encore plus en faisant des sorties hors du corps. C'est vrai que ça peut quand même faire peur, mais si vous passez au-delà de cette peur et que vous entraînez, que vous la pacifiez, c'est-à-dire que vous la voyez à la fin comme quelque chose de normal, il n'y a pas de risque. Tout le monde peut sortir de son corps. Par contre, ceux qui ont plus de facilité, ce sont les yogis, ceux qui pratiquent de la méditation. Pour ces personnes qui sont un peu dans l'énergie, ils ont plus de facilité. Ce qui est paradoxal en sortie hors du corps, si vous voulez aller plus loin en niveau vibratoire, il faut s'ancrer au maximum. Plus vous êtes ancré dans votre vie physique, que ce soit dans n'importe quel domaine, travail, familial, et plus vous aurez la possibilité de monter très haut. Je dis souvent, il faut savoir grimper durement au sommet de la montagne et redescendre aisément dans la vallée. Il faut être bien ancré dans sa vie physique pour faire de belles sorties astrales. Et ça ne doit surtout pas être une fuite. Et je pense qu'il y a des gens qui se disent « ma vie physique est horrible, je vais me donner à fond et sortir du corps parce que comme ça j'aurai un échappatoire ». Dans les sorties hors du corps, en fait, quand on maîtrise bien le sujet, on s'aperçoit qu'au contraire, on a une vie physique à mener et qu'il ne faut surtout pas la fuir. Donc il y a un temps pour tout. Et on sait, de toute façon on sent qu'il y a des moments où on peut s'y adonner complètement, des moments où on ne peut pas. Il ne faut surtout pas fuir la vie physique pour aller vers les sorties du corps. Les gens qui aussi vont absolument rechercher à contacter des gens qui sont décédés, en oubliant toute leur vie physique et en mettant tout de côté, ou qui vont se séparer de leur couple parce qu'ils croient que dans l'astral ils ont vu un truc, ou qu'on leur a délivré un message change de vie, je leur dis mais soyez très prudents. Déjà, qui vous a dit dans l'astral? C'est pas parce qu'on vous dit une chose dans l'astral que c'est sainte vérité. Il y a beaucoup de farceurs dans l'astral. Les gens vous font beaucoup de blagues dans l'astral. Quand vous êtes complètement conscient, vous apercevez qu'il y a beaucoup de gens qui sont là pour vous passer des messages, mais qui sont des gens qui cherchent à influer sur les masses aussi. Donc attention à tous ces gens qu'on pourrait croiser, et qui seraient des guides qui viendraient vous dire quitte ton mari, quitte ton travail, fais autre chose. Un guide ne vous dira jamais ça. Et ensuite, c'est très rare de voir ces guides. Enfin, pour moi, ça a été très rare. Et quand vous en voyez un, vous le savez. Ils ne vont pas toujours vous apparaître sous une forme humaine. C'est quand même plutôt souvent sous une forme énergétique. Et les messages sont très courts. Vous laisse une empreinte extrêmement forte, c'est très résumé, et physiquement, finalement, il ne va pas vous dire faites ci, faites là, il va vous passer, vous faire une expérience, vous marquer, et c'est vous petit à petit qui allez vous transformer pour changer les choses. Mais ça ne va pas se traduire par une bande de conseils qui va vous dire de quitter ci, quitter là. Les choses vont toujours se faire d'elles-mêmes par la force des choses, quoi. Donc pas de gourou, pas de secte, liberté totale et ouverture d'esprit. Et si jamais vous rencontrez quelqu'un qui est pas comme ça, ben, il vaut mieux le laisser tomber. Je dirais que ça transforme la vie parce que quelque part ça vous met dans un... Toujours vous avez dans le coin de l'œil la chose que quoi qu'il vous arrive, il y a toujours quelqu'un qui sera là pour vous aider. Et que souvent, quand il arrive un truc grave, c'est qu'on n'a pas tiré les leçons de ce pourquoi, des messages qu'on nous a passés dans l'astral. Alors là, je ne sais pas si ça fait ça pour tout le monde, mais dans l'astral, quand on fait des sorties du corps, on est souvent prévenu des choses qui vont arriver. On développe une espèce de capacité à savoir ce qui est à éviter et ce qui va arriver. Et souvent, on a des espèces de prémonitions, quoi. Comme par exemple, vous savez, chaque fois qu'il y a un accident qui va arriver à quelque chose, à quelqu'un d'autre de proche, souvent, ou quelqu'un pour lequel j'ai un intérêt, je vais le savoir à l'avance. Alors toute la difficulté, c'est l'interprétation de la chose. On peut dire que ça a tout changé aussi sur ma trajectoire de vie. Et puis j'ai surtout une relation particulière avec les êtres vivants, c'est-à-dire tous les êtres vivants, les animaux, les arbres, les plantes, les gens évidemment, hein, mais je veux dire ça a changé complètement ma relation. C'est-à-dire que
Je ressens vraiment la vie partout, dans tous les êtres. Enfin, ça donne un respect de la vie extraordinaire. Puis il y a le rapport avec les animaux n'est plus le même, avec les arbres, avec la nature, avec la planète. Ben, tout ça, ça change. Et ça ne change pas avec des mots, hein. C'est un ressenti qu'on a qui est complètement différent. Puis il y a quand même quelque chose aussi qui change beaucoup, c'est qu'à partir du moment où je sors de mon corps, je me rends compte que la mort existe, les gens meurent bien physiquement, mais qu'il y a quelque chose qui continue, en fait. Bien sûr, je ne peux pas dire que ce qui continue après, j'en suis à 100%, je pourrais le décrire, c'est pas vrai. Hein. Mais je sais que la vie continue sous une autre forme. Quelle forme? Ça, après on voit. Mais sous une autre forme, il y a quelque chose. Donc la vie ne s'arrête pas bêtement, là, juste au moment où il y a un cadavre, c'est tout. En fait, il y a quelque chose d'autre. On sait qu'il y a quelque chose, mais bon, ce qui est dur dans la mort, finalement, c'est pas le fait de mourir. C'est la séparation. Quelque part, je trouve que c'est encore plus terrible parce que même si on sait qu'il y a quelque chose après, on sait qu'on va quand même être séparés. Finalement, pour mon compte, on passe d'une phase où vous dites, voilà, quelqu'un est mort, il y a un décès, c'est terminé, et ça s'arrête là. Mais là, non, vous dites, la personne, elle est décédée. Tiens, je vais essayer de la revoir, donc vous la revoyez, que quelques fois, parce que les décédés, ils ne sont pas facilement accessibles. Et il faut savoir que quand il y a les 5 jours, les 3 ou 4 jours, vous ne pouvez pas les voir parce qu'ils sont en fusion. Après, vous les revoyez 1 ou 2 fois. Mais dans certains cas, ils passent très vite à autre chose. Et ils vont très vite dans ce processus de réincarnation où ils vont se réintégrer dans une autre vie physique parce que c'est leur route. Hein. Déjà, vous avez une deuxième mort quand vous les revoyez parce que quand vous leur demandez comment ils sont morts, ils ne se souviennent plus ou ils ne peuvent pas en parler. Et déjà, ils sont complètement différents de ce qu'ils étaient dans la vie physique. Et leur vie physique, c'est déjà presque inintéressant quand vous les revoyez de l'autre côté. C'est presque réduit à quelques émotions. Donc déjà, ils se sont complètement défaits de la vie physique. J'ai pu voir quelqu'un qui était décédé, que j'ai suivi après sa mort, et qui s'est réincarné dans la vie physique. Là aussi, vous vivez une seconde mort. Et c'est terrible parce que, enfin en tout cas pour moi c'est comme ça que je l'ai vu, parce que j'ai vu la forme astrale arriver, fantomatique, qui avait la forme que moi j'avais connue dans la vie physique. Et puis tout d'un coup elle s'est déformée, elle a pris de plus en plus, vous voyez, comme dans un phénomène de poupée russe, elle s'est déformée, elle est devenue de plus en plus petite. Elle a pris la forme d'un nourrisson qui était posé. Alors on était dans une pièce, il y avait un couffin, le panier en osier, à l'ancienne, avec le petit drap et un bébé dedans. Donc cette forme s'est déformée jusqu'à prendre la forme exacte du physique. Donc elle me regardait avec un sourire. Elle est rentrée dans ce corps d'enfant. Et à la fin, tout ce qui restait de la personne que j'avais connue, qui me regardait qu'un sourire, justement, c'est que le bébé a tourné la tête vers moi. Et la seule chose qui restait, c'était l'étincelle au fond de ses yeux. Il me reconnaissait, je le reconnaissais, et c'était tout. Et là, ça a été terrible parce que je me suis dit, bon sang, voilà, il va encore m'oublier, quoi. Il se souviendra encore plus de ce que je suis, et là, c'était une seconde mort, finalement. Ce que je pense, hein, c'est qu'on a quand même effectivement plus ou moins un chemin de vie, voilà. Avec on a quand même la liberté de faire ou ne pas faire. Hein. Mais en fait, je pense qu'on a quand même plus ou moins un chemin de vie, des grandes lignes. Après, pour le détail, peut-être sur les points de détail, non, mais quand même, il y a des grandes lignes. Parce que ça, on s'en aperçoit surtout avec le recul. Par exemple, quand on arrive à mon âge, qui est un âge avancé, et là, on s'aperçoit qu'effectivement, il devait y avoir quelque chose, parce qu'on a quand même fait un chemin qui a un sens. Hein. Et il semblerait que chaque rencontre, effectivement, ou chaque situation avait sa raison d'être. L'impression que ça me fait, moi, c'est qu'on a une base de données, un espèce de disque avec une capacité gigantesque, auquel on n'a pas accès quand on est dans la vie physique. Quand on fait, d'ailleurs, on s'en rend compte quand on fait des sorties hors du corps, on se connecte à quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous. Et là, on se souvient des gens qu'on rencontre, on les connaît. Et quand on discute avec, on sait qui c'est, ce qu'ils ont fait et tout. Et quand on revient dans le corps physique, on se souvient bien d'avoir parlé à la personne, on ne sait plus qui c'est. Et donc, effectivement, il y a cette base de données qui heureusement retient tout ce qu'on a fait dans les vies antérieures, peut-être même des vies futures d'ailleurs, de toutes nos expériences. Mais ça reste là-haut. Et heureusement d'ailleurs, parce que s'il fallait revivre avec des souvenirs des vies passées, ce serait effroyable. Donc on revient tous sur Terre pour résoudre des problèmes, souvent des problèmes moraux ou émotionnels, ou vivre des expériences émotionnelles qu'on n'a pas réussi toujours à vivre dans le passé, ou des expériences nouvelles. Et des fois, il faut plusieurs vies pour les autres. Donc il faut, quand les gens se disent « mais quel est mon destin, qu'est-ce que je dois faire ?»
sur Terre, bah souvent c'est des choses beaucoup plus simples que ce qu'ils s'imaginent. Ça, c'est à dire aussi, c'est que quand le corps astral va rejoindre l'au-delà, il ne va pas emporter d'argent, il ne va pas emporter non plus de belles pièces de monnaie ou de belles maisons. Tout ce qu'il va emporter, c'est des impressions et des expériences. Donc on vient pour vivre des expériences, et c'est ça qu'on va ramener. C'est vrai que la vie n'est pas facile, il y a des hauts et des bas, mais c'est vrai, nous faisons des expériences comme pour tout. Je pense que ça nous amène à faire l'expérience de l'amour, pas que l'amour physique, mais de l'amour inconditionnel. Bon, évidemment, on n'est pas toujours le mieux placé pour en parler, parce qu'on fait tous des bêtises, mais justement, les bêtises, il faut qu'elles soient apprenantes, c'est-à-dire qu'à la fin, on apprenne à respecter les choses et à comprendre, comprendre ses erreurs, quoi. Ça aussi, les gens souvent se disent, bon sang, je manque beaucoup d'argent, je manque beaucoup de santé, j'aimerais bien avoir une bonne santé. Et en fait, souvent, les gens, l'erreur qu'ils font, c'est se concentrer sur le fait de ce qui leur manque le plus. Alors, c'est quand on parle de la loi de l'attraction, les gens qui sont malades font souvent l'erreur de se dire, bon sang, j'aimerais bien plus être malade. Mais dans ce qu'ils expriment, il y a toujours le mot malade. Alors que l'âme, le corps astral, c'est quelque chose qui fonctionne avec des rudiments très simples. Le corps qui est fixé au corps physique, le corps astral, lui, c'est comme un petit enfant, ne comprend que des impressions. C'est un corps émotionnel. Donc quand on lui dit malade, il comprend malade, et ça perpétue encore le fait d'être malade. Je manque d'argent, j'ai pas assez d'argent. Ils se concentrent sur le manque d'argent tout le temps. Ils sont tout le temps en train de se rebrasser dans cette mélasse du manque d'argent. Alors qu'en fait, le truc qu'il faut faire, c'est se projeter dans ce qu'on serait si on avait beaucoup d'argent, si on avait une bonne santé. Oui, parce que moi, j'ai quand même commencé à travailler là-dessus, bon, il y a maintenant 25 ans. Hein. Il y a 25 ans, j'ai vu que c'était difficile d'en parler, que les gens, ça les intéressait très peu, etc. Aujourd'hui, je peux en parler beaucoup plus facilement. Je vois par Internet qu'il y a des gens qui vont me contacter, mais pas il y a des Français, évidemment, mais de tous les pays francophones, de tous les pays tout court, même quelquefois, il y a beaucoup d'emails en anglais, etc. De tous les âges. Alors, ça peut commencer très jeune aujourd'hui. Vous avez des jeunes qui ont 15 ans, qui ont même des enfants, hein, et donc c'est les parents qui prennent contact, etc. De tous les âges, des gens très âgés aussi, en fait, hein, et de tous les milieux. Et évidemment, ce sont des gens qui sont blancs, noirs, jaunes, n'importe où. Hein. C'est dans toutes les cultures, en fait, dans toutes les civilisations. Donc ça, je trouve ça très intéressant, parce qu'il y a 25 ans, c'était pas comme ça. Dans les 25 ans, c'était pas du tout comme ça. Donc aujourd'hui, on dirait que les gens s'intéressent de plus en plus. En plus, on regarde que même dans les milieux scientifiques, ils sont quand même très fermés, hein, là-dessus. Ben, ils commencent à avoir des amorces d'intérêt. Puis de temps en temps, j'ai été contactée par des médecins ou des gens appartenant à des domaines scientifiques. Évidemment, c'est à titre d'expérience. Est-ce qu'on pourrait essayer de faire un test sur une expérience? Ça on l'aurait pas fait. Enfin, il y a 25 ans en arrière, ça n'aurait pas été possible, en fait. Hein. C'est vrai que la France, entre nous, un petit peu en retard. Hein. Il y a plus de Suisses, de Belges, des gens comme ça, hein. Les Pays-Bas. Hein. Bon. Mais enfin, bref, ça se passe quand même. Hein. Donc, oui, c'est quand même un sujet qui est un peu plus en ouverture, c'est un peu plus en croissance qu'autrefois. Grâce à Internet, notamment, qui a beaucoup démocratisé l'information circule beaucoup mieux, ce qui fait que les gens en ont plus entendu parler. Après, ça ne change pas grand-chose dans leur réaction, ils sont moins surpris, mais il y a le clan de ceux à qui ça fait peur. Il y a le clan des gens qui disent « Ah ben non, faut surtout pas ». Il y a le clan des gens qui mettent ça dans le rayon magie fantastique. Il y a encore un dernier clan qui est les clans de gens qui aimeraient bien mais qui n'ont pas le temps. Et il y a une dernière phase de gens pour lequel c'est vraiment ancré dans leur vie et qui vont en faire quelque chose, quoi. Je dirais qu'il ne faut surtout pas forcer si c'est pas fait pour vous, que c'est un sujet d'intérêt, ben prenez-le comme un sujet d'intérêt. Restez libre surtout.